Bonsoir à tous, bienvenue. 5 mois après sa disparition, le RHDP rend hommage à feu Amadou Gon Coulibaly. Ce vendredi à Korogo, des gerbes de fleurs ont été déposées sur sa tombe en présence de nombreux cadres du parti. C'est Noël avant l'heure dans les jardins du palais présidentiel. Des milliers d'enfants ont reçu des cadeaux de la première dame Dominique Ouattara à l'occasion de son traditionnel arbre de Noël. Et puis le continent africain continue de pleurer ses anciens présidents. Le décès de Pierre Buyoya la nuit dernière, ancien chef d'État burundais. Il est mort à l'âge de 71 ans après avoir contracté la maladie à coronavirus. Des gerbes de fleurs déposées ce vendredi sur la tombe de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Décédé le 8 juillet dernier, le RHDP a tenu à lui rendre hommage quelques jours après la prestation de serment du chef de l'État. Le parti lui a dédié cette victoire, lui qui avait été désigné pour succéder au président Alassane Ouattara. Pierre Dipomela. Toute la famille politique de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé en juillet dernier, s'est rendue à Korogo pour lui rendre un hommage moins d'une semaine après l'investiture du président Alassane Ouattara. Lecture de Coran, prières et invocations ainsi que la pose d'une gerbe de fleurs sur la tombe du défunt ont marqué ce pèlerinage. Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, a, à cette occasion, lancé un appel aux membres du parti à s'inspirer des valeurs et des idéaux de l'ex-dauphin du président Ouattara. Le RHDP est venu à Korogo pour marcher dans les pas du président Alassane Ouattara, car l'on se souvient qu'avant l'ouverture de la campagne pour l'élection présidentielle, le président s'était déjà rendu ici à Korogo pour s'incliner sur la tombe de son fils, feu Amadou Gon Coulibaly. Le président venait ainsi de nous indiquer la voie à suivre. La famille Gon Coulibaly, par la voix d'Amadou Koné, a traduit sa reconnaissance aux membres du RHDP avant de les inviter à l'union sacrée autour de leur mentor, le président Alassane Ouattara. Nous voudrions, au nom de la famille, au nom de la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, vous demander d'être encore plus fort, encore plus solidaire, encore plus unis autour du père de famille. Parce que nous, dans l'éducation que nous avons reçue, éducation que nous détenons du bois sacré, donc du poro, quand vous avez un chef qui est le chef de famille, il faut que tous les enfants demeurent unis derrière le chef de famille. C'est cette voie que Amadou Gon Coulibaly nous a indiquée. Au nom de la famille, nous voudrons donc vous confier notre frère, notre père, le président Alassane Ouattara. Amadou Gon Coulibaly avait été désigné candidat du RHDP au présidentiel 2020 en mars dernier, avant de mourir 4 mois plus tard des suites d'un malaise cardiaque. C'est Noël avant l'heure dans les jardins du palais présidentiel. 1 millier d'enfants a reçu des cadeaux ce vendredi de la première dame Dominique Ouattara à l'occasion de son traditionnel arbre de Noël. Nadja Eja. 18 décembre 2020, un jour qui restera gravé dans les mémoires de ces deux amies. En prélude à la fête de la Nativité, elles ont été invitées à l'arbre de Noël organisé par la première dame Dominique Ouattara au palais présidentiel. Sur place, un parc de jeux, des fontaines au chocolat et des personnages de dessins animés, un véritable paradis pour enfants. Je suis contente parce que mes amis préférés sont là. C'est Minnie, les Schtroumpfs, Donald. Avec ces fillettes, ce sont au total 1000 enfants sélectionnés de milieux sociaux divers qui ont été conviés. Au menu de cette fête, des prestations d'artistes, contes et danses. Le clou du spectacle, l'arrivée du Père Noël. Oui, j'étais heureuse, j'étais venir. Le Père Noël est arrivé en hélicoptère, il a salué tout le monde. Et puis les gens l'ont salué aussi.
On était tous heureux. Et comme de coutume, c'est les mains bien chargées qu'il est descendu du ciel. Un moment de rêve pour les bénéficiaires, mais surtout de reconnaissance à la première dame qui a favorisé ce moment. Maman Dominique, grâce à toi, aujourd'hui, de nombreux enfants qui n'avaient jamais reçu de cadeaux pendant la fête de Noël seront très heureux de pouvoir partager ces instants magiques. Cette initiative de la première dame a désormais devenu une tradition à l'occasion d'offrir un Noël enchanté aux enfants de toutes les couches sociales à travers sa fondation Children of Africa. Noël est un moment de joie pour les enfants. Ainsi, chaque enfant, quel que soit le milieu social dont il est issu, devrait vivre des moments de bonheur pendant les fêtes de Noël. C'est pourquoi la fondation Children of Africa a toujours mis un point d'honneur à aplanir les inégalités sociales en permettant à un maximum d'enfants de vivre les joies de Noël. Malgré la pandémie, 15 000 enfants sur l'étendue du territoire pourront terminer l'année en beauté grâce aux différents arbres de Noël que tiendra la première dame. Autre coup de fouet à l'insertion des jeunes dans le tissu socio-économique du pays. Le projet d'insertion dans le secteur de la volaille de 3300 jeunes initié à cet effet. En voie d'exécution sur le terrain, il a été lancé ce mercredi à Vitré 2 dans la commune de Grand-Bassam par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Reportage de Thiemé Danger, Eric Kimo. Les actions du gouvernement en faveur de l'emploi des jeunes se multiplient. L'une des toutes dernières initiatives, à savoir le Programme national à la protection agricole, qui va engager dans les fermes 3300 jeunes ivoiriens, est désormais une réalité. Venu lancer officiellement le projet à Vitré 2, village de Grand-Bassam, en dépit de la pluie, l'accueil du ministre de tutelle est chaleureux. Derrière cette ferveur, la reconnaissance des populations bénéficiaires de fermes, de 100 poussins chacune. Ce pas, dira Mamadou Touré, se veut l'expression de la volonté gouvernementale d'intensifier les efforts pour résorber le chômage des jeunes en milieu rural et périurbain. Il s'agit de manière concrète de créer 600 entreprises formelles intégrées dans la chaîne des valeurs de l'élevage de poulets et d'insérer 3300 jeunes dans des emplois décents. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes appelle alors les bénéficiaires à saisir cette opportunité du gouvernement. Je veux vous dire, chers jeunes bénéficiaires de la phase pilote, que ce projet a été conçu pour vous et avec vous. C'est à vous qu'il revient de le porter. Et c'est à vous de bien travailler pour permettre donc à d'autres d'en profiter. Le lancement du projet a été marqué par une visite des locaux des fermes de Vitré 2. Le site est pourvu en 3000 poussins en équipement et logement des porteurs du projet. D'un coût de réalisation de plus d'1 milliard de francs CFA, 641 millions de francs CFA sont mobilisés par l'Agence Emploi Jeunes, soit 54% du budget d'exécution du projet qui va toucher les 31 régions du pays. Dans chaque région vont être créées 14 fermes, 10 kiosques de vente de produits avicoles et un centre de gestion agréé. Ambiance surchauffée ce vendredi devant les locaux d'une entreprise chinoise au PK27 à Yopougon. La raison, un soulèvement des travailleurs de cette unité de fabrication de contreplaqué. Les manifestants qui paralysent le service disent ainsi protester contre des conditions de travail jugées précaires et le licenciement d'une trentaine de leurs collègues, dont des délégués et responsables syndicaux. Le récit de cette chaude journée dans ce reportage de Thiemé Danger, Eric Kimo. Des travailleurs de l'unité de contreplaqué Nguyen Li Industrie au PK27 de la nouvelle zone industrielle de Yopougon, sur l'autoroute du Nord, se soulèvent. Devant les locaux de l'entreprise, ils crient leur colère liée à des conditions de travail difficiles au cœur d'un différend avec l'employeur. Un travail qui a travaillé 2 ans et vous, il n'est pas embauché, il réclame ses droits et tu envoies les corps à pied pour le gazer. Le sous-préfet est venu intervenir, on lui a dit la vérité, monsieur, il faut respecter les lois. C'est la loi de la Côte d'Ivoire, c'est le code du travail qui le demande. Les enfants demandent quoi? Le strict minimum.
être payé au SMIC, 346 francs par heure. Payer l'indemnité de transport qui est de 1000 francs par jour. Dans le mois, ça fait 30 000. Donc les majorations, les gratifications, tout ça, vous ne payez pas. À leur infortune vient s'ajouter le licenciement d'une trentaine d'employés au motif de la mise en place d'un syndicat pour la défense de leurs droits. Pour les meneurs, la législation du travail est ainsi piétinée et leurs droits bafoués. On travaille au fou, le feu brûle les amis ici. Il n'y a même pas une boîte à pharmacie, ni même pour dire qu'il y a une infirmerie même pour prendre soin de quelqu'un ici. On fait travailler des femmes de 7h à 19h. Regardez la distance, plus de 1 km pour arriver au goudron. Il y a mal dans le noir, sans lumière. Les femmes, tu soulèves des écoles, tu pousses les chariots. On a fait 6 mois de confinement ici. Il y avait des gens qui étaient malades même. Moi, j'ai perdu mon oncle. Quand il a demandé permission, ils ont refusé de me donner permission. Et puis il y a un, il dit non. Il a dit à l'entraînement qui me dit que mon oncle a fait beaucoup d'enfants. Sans moi, on peut, je devais enterrer mon oncle. Saisis de la grogne, des représentants de la centrale syndicale Feuzassi descendent sur les lieux. Les portes de l'entreprise leur sont hermétiquement fermées. Vous imaginez qu'en Côte d'Ivoire, des gens travaillent 11 heures par jour pour 2500 francs. 11 heures. Là où la loi dit 8 heures pour au moins 4000 à 4500. Ils sont à 2500. Sur ces entrefaits, nous avons été saisis en tant que centrale pour essayer de mener la négociation avec le patron. Mais nous sommes arrivés, toutes les fois où nous sommes arrivés, la porte nous a été fermée. Et pourtant, nous venons pour prêter nos bons offices pour que la situation se décante aussi bien pour les patrons qui est dans l'illégalité que pour les travailleurs qui sont dans la précarité. Mécontents, les émissaires de la centrale affiliés appellent le gouvernement à ouvrir les yeux sur les cas de maltraitance dans les unités industrielles du pays. En Côte d'Ivoire, il y a encore des entreprises où les travailleurs sont maltraités chez eux. Notre rôle là, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens restent chez eux. Mais si chez eux ne peut pas être en paix, si chez eux ne peut pas travailler dans la dignité, qu'on ne s'étonne pas de les voir partir en dehors du pays. Les entreprises qui viennent de l'extérieur, on les encourage. Mais quand on vient en Côte d'Ivoire, qu'on sache qu'il y a une législation qui existe pour encadrer le travail. Qu'on ne fasse pas ce qu'on a envie de faire parce que nous ne sommes pas dans une jungle. Les responsables de l'entreprise qui nous reçoivent au portail déclinent tout entretien pour avoir leur part de vérité. En attendant toute réaction officielle, ils confient que la majorité des grévistes bénéficient d'un contrat d'apprentissage. Quoi qu'il en soit, reste attendu l'éclairage de l'employeur sur la crise qui affecte le service dans cette entreprise de production de contreplaqué avec de nombreux employés dans la rue battant le pavé. Dans l'actualité sportive, assemblée générale élective de l'association sportive de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, placée sous le signe de l'engagement citoyen et de la cohésion estudiantine, l'assemblée a entériné la mise en place d'un nouveau bureau élu pour 2 ans. Yéli Traoré, Tanguy Kona. L'association sportive de l'université Félix Houphouët-Boigny a un nouveau bureau élu pour 2 ans. Celui-ci a été mis en place à l'issue d'une assemblée générale élective. Auparavant, il a été procédé à une présentation de l'association aux étudiants et aux différents partenaires et à la présentation du bilan du bureau sortant. Les nouveaux responsables élus évoquent leurs priorités. Cette assemblée générale incarne les valeurs démocratiques, institutionnelles et républicaines. Ce qui me laisse percevoir de placer mon mandat sur le sceau de l'engagement citoyen, le respect des valeurs démocratiques et républicaines, et aussi celle des valeurs sociales, telles le vivre ensemble, l'entraide, la solidarité, le pardon, la tolérance, le respect d'autrui et la paix. L'Assemblée générale a également profité de la mise en place du nouveau bureau pour adapter les textes constitutifs aux normes internationales de la pratique du sport universitaire. Après Amadou Toumani Touré du Mali, Jerry Rawlings du Ghana, Mamadou Tandja du Niger, Pierre Nkurunziza, un autre président africain du Burundi, nous quitte cette année 2020. Pierre Buyoya est mort à l'âge de 71 ans. Il avait contracté la maladie à coronavirus. Yéli Traoré. Décédé ce jeudi à Paris à 71 ans des suites du Covid-19,
Le parcours de Pierre Buyoya est à l'image de l'histoire contemporaine du Burundi tumultueux. Tutsi, issu d'un milieu modeste, il a d'abord fait sa carrière dans l'armée avant de devenir président en 1987 à la suite d'un coup d'État contre Jean-Baptiste Bagaza sur fond de grogne militaire. Pendant son premier mandat, il s'emploie à ouvrir l'espace démocratique au Burundi, un processus qui débouche en 1993 sur l'élection à la tête du pays de Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu du pays et premier Hutu à accéder au pouvoir. Les Hutus représentent environ 85% de la population du Burundi. Il revient au pouvoir en 1996, encore à la faveur d'un coup d'État. Le Burundi est alors plongé dans une guerre civile opposant l'armée dominée par la minorité Tutsi à des groupes rebelles Hutus. La guerre avait débuté en 1993 avec l'assassinat de Melchior Ndadaye lors d'un coup d'État militaire, moins de 4 mois après son arrivée au pouvoir. Buyoya signera en 2000 les accords d'Arusha qui visent à mettre un terme à la guerre civile qui a fait 300 000 morts jusqu'en 2006 et quitte le pouvoir en 2003 conformément à ces accords. En octobre 2020, il a été condamné au Burundi par contumace à la prison à perpétuité pour l'assassinat de Melchior Ndadaye. Outre Pierre Buyoya, une vingtaine de hauts responsables militaires et civils proches de l'ancien chef de l'État ont été condamnés à la perpétuité ou de lourdes peines de prison pour complicité dans l'assassinat. Le verdict avait été rendu en l'absence des principaux accusés et de leurs avocats. L'ancien président avait démissionné fin novembre de son rôle d'envoyé spécial de l'UA pour laver son honneur, selon son propre mot, dénonçant un procès politique mené de manière scandaleuse et orchestré, selon lui, par le pouvoir en place à des fins politiques. Le couscous, plat emblématique de l'Afrique du Nord, est officiellement entré au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO après une candidature commune de 4 pays du Maghreb où les recettes de ces mets populaires se déclinent à l'infini. Le récit de Yéli Traoré. Fait rare, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie ont porté ensemble le dossier savoir, savoir-faire et pratique lié à la production et à la consommation du couscous, sans se disputer la paternité de ce plat à base de semoule de blé dur, d'orge ou de maïs, servi avec légumes et viande ou poissons savamment épicés. Mercredi, les représentants des 4 pays ont dit tour à tour leur joie et leur fierté pour cette reconnaissance gastronomique et culturelle lors de la cérémonie officielle retransmise sur le site web de l'UNESCO. C'est un plat amazigh, c'est un plat berbère d'origine. Donc les Berbères ont été toujours les premiers à être dans la région du Maghreb arabe, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, ainsi que la Libye aussi. Mais au niveau de la compétitivité par rapport le meilleur couscous, c'est toujours la Tunisie, même dans des occasions où on a pu participer à des concours avec le Maroc et l'Algérie et d'autres pays du monde, c'est toujours la Tunisie qui a remporté le plus de trophées là. Pour cet autre chef qui est algérien, le couscous constitue un trait d'union pour les peuples du Maghreb, en dépit des particularités de chacun des pays. Je pense que l'Algérie a ses particularités, le Maroc a ses particularités, la Tunisie a ses particularités, mais que après ces non et séparations, bien que j'adore mon pays, que j'ai grandi dans mon pays, ces non et séparations sont juste des créations politiques et qu'on est tous un même peuple et que le couscous est maghrébin et que le couscous est le nôtre. Ce plat, apprécié dans les pays du Maghreb, n'est plus cantonné aux frontières de cette zone géographique. Le couscous a su se vendre partout dans le monde. Et je dis toujours que le couscous est devenu le plat universel par excellence. Même mieux que la pâte ou autre chose. Donc c'est les caractéristiques de cette graine, la richesse au point de vue alimentaire, qui a fait de lui un plat populaire et qui se vend partout. Comme cela avait été dit lors du dépôt de candidature en mars 2019, c'est la première fois que 4 pays du Maghreb
unissent leurs efforts pour un dossier commun. L'initiative a soulevé des espoirs que le plat populaire soit la mise en bouche d'un rapprochement politique entre pays aux relations parfois tumultueuses. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et je vous souhaite à tous une excellente soirée.